Nos intervenants sur cette thématique autour du management et des équipes, comment dans le cadre d'un carve-out mener et attirer les meilleurs vers une nouvelle aventure. Donc pour débattre sur ce sujet, j'ai le plaisir d'être accompagnée de 5 intervenants à qui je vais demander de bien vouloir prendre leur micro pour se présenter. Et on va commencer... on aurait un petit problème de micro. Eh bien, Isabelle, on commence par vous, justement, pour vous présenter. Mais sans micro. Bonjour tout le monde. Donc, je suis Isabelle Cheradam, associée du cabinet d'avocats Scotto Partners. Nous sommes spécialisés dans l'accompagnement des dirigeants, des équipes de management. Et donc, sur la thématique des carve-out, on intervient au niveau de l'équipe de management du business qui va être l'objet de la session. Merci Isabelle. Marc ? Évidemment, je n'ai pas les yeux derrière la tête, donc me voilà maintenant. Voilà, je vais voir là-bas. Il faut regarder devant soi, effectivement, c'est plus simple. Bonjour à tous, merci d'être là. Je m'appelle Marc Pagési, je suis le CEO et partenaire d'Exec Avenue. Historiquement, on s'appelait Eurosearch et Associés. Notre métier, c'est d'aider les actionnaires et les dirigeants à avoir les équipes les plus efficaces possibles pour mettre en œuvre leur stratégie. Merci pour le micro, c'est mieux comme ça. Voilà, pour faire simple, on a 4 activités, de l'executive search, du management transition, des people review, revue de management et des recrutements d'administrateurs. Et notre métier est d'accompagner dans la durée, je dirais, nos interlocuteurs. Donc les sujets de carve-out, c'est des sujets sur lesquels nous intervenons assez régulièrement. Merci Marc. David ? Donc pour ma part, écoutez, je me présente, je suis David Destock, je suis un des directeurs associés au sein du groupe Oasis et compagnie. Et moi, dans ce groupe qui accompagne les transitions de carrière professionnelles, individuelles et collectives, je m'occupe plus particulièrement de 2 sujets. C'est comment accompagner les hommes et les femmes dans toutes les restructurations, les transformations et les carve-out. Et un autre sujet plus particulièrement important qui est le soutien psychologique. Finalement, comment soutenir, entourer les personnes dans des sujets de détourage. On en parlera tout à l'heure, j'imagine. En tout cas, voilà un peu mon métier aujourd'hui. Merci David. Bonjour, François Barrault, je suis président de l'IDAT, c'est le plus vieux think tank créé en 1977 et propriétaire et créateur d'un fonds en 1999 qui s'appelle FDP Partners. Je suis là pour partager mon expérience. J'ai acheté 48 sociétés, j'ai fait une quinzaine de carve-out, donc je vais vous parler du carve-in, du carve-out, enfin de celui qui a fait l'opération. Merci François. Bonjour, Vincent Rouec, je suis le président de Inetom, l'ex-GFI Informatique. On est 27 000 collaborateurs sur 26 pays. On a acheté 62 sociétés, des plus petites que toi, mais 62. Et surtout des carve-out de grands groupes et de petites sociétés, puisqu'on a repris des gens de chez Thales, Alcatel, 3 Suisses, et puis d'autres petites dans le cadre d'outsourcing, où effectivement on a aussi une approche de carve-out. Merci à tous pour ces présentations. Alors, pour démarrer ce débat, je me tourne, David, vers vous. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer quelles sont les phases d'accompagnement spécifiques que vous avez identifiées dans le cadre d'un carve-out ? Alors, en préparant cette intervention avec mes confrères ici présents, on a identifié effectivement trois temps. Alors, ce ne sont pas les 3 temps de Saint-Augustin, un présent, passé, futur, mais quelque part, ça y ressemble, puisque le premier temps qu'on constate, nous, dans l'accompagnement humain de ces carve-out, des managers et de leurs équipes, c'est le temps, ce qu'on appelle du pré-carve-out, un temps plutôt lié à l'insécurité que ressentent ces équipes, au plus haut niveau de l'entreprise d'ailleurs. Donc ça, c'est un temps qui pour nous est important. C'est le moment où d'ailleurs, on va essayer de poser les sujets d'attente, toute la partie culturelle, tous les sujets d'écoute aussi de ces équipes, et la façon dont elles perçoivent ce carve-out et ce projet. D'ailleurs, la première question qu'elles se posent, c'est pourquoi ? Pourquoi ce projet ? Qu'en est-il réellement ? La deuxième phase sur laquelle on a effectivement l'occasion d'intervenir, qui est une phase plutôt, cette fois-ci, de mise en œuvre du carve-out, avec un temps qui peut être assez long, c'est toute cette phase perçue comme une phase d'incertitude, à la fois par les cédants, par les repreneurs, par les équipes managériales, et je pense que mes confrères donneront des témoignages. Et là, la question à laquelle on essaye de répondre, mais que va-t-il se passer
pour moi, pour mes équipes, dans ce projet de carve-out. Et on va voir que ce temps-là est un temps qui est quand même assez long et qui nécessite une double approche. Une approche d'accompagnement humain du changement, j'en parlerai plus tard, avec des feuilles de route à définir, mais un temps aussi d'écoute et de soutien psychologique. Ce qui n'est pas forcément évident, parce qu'on en a parlé tout à l'heure en préparation. La dimension humaine est quand même un peu mise de côté. On est souvent sur des aspects structurels, d'opérations, financiers. Et j'ai envie de dire, on parle plus de valeur ajoutée du projet que de chaleur ajoutée. Et c'est un temps pendant lequel on essaye de remettre un peu d'engagement et d'envie sur un projet commun. Et puis le troisième temps est important, parce qu'on se dit souvent, une fois que le carve-out est opéré, que les choses sont en marche, bah, tout est terminé. On en parlait à l'instant tout à l'heure, c'est comme, vous en parlerez pour l'image du mariage, mais une fois que c'est terminé, bah, ce n'est pas terminé. Et c'est souvent cette phase-là qui va être la plus abandonnée, mais qui est certainement la plus importante, c'est le pré-projet, le pré-carve-out, et toute cette dimension qui consiste à se dire comment je m'adapte, quels sont les métiers demain qui vont faire que je vais être encore plus performant dans mon business. Et c'est vraiment une question à laquelle on essaie de répondre, c'est est-ce que je suis prêt à aller plus loin et à créer plus de valeur pour cette nouvelle entreprise que nous avons créée. Donc voilà les 3 temps sur lesquels on vous propose d'échanger avec mes confrères d'ici quelques minutes et avoir des témoignages. Je ne sais pas si ça résume, mais je pense que derrière, il y a des typologies de carve-out sur lesquelles je ne suis pas compétent pour vous illustrer les choses. Justement, Vincent, quand on a préparé cette réunion, vous m'avez dit que toute la problématique de management différait en fonction de la typologie du carve-out qui était opéré. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît ? Bien sûr, moi je considère que le carve-out c'est une opération de M&A assez classique qui dépend effectivement si vous allez dans un groupe industriel ou avec un fonds de private equity. Mais en fait, une reprise de société avec un fonds ou un carve-out avec un fonds peut être assez semblable. Toute la différence vient effectivement du type de carve-out, dans la mesure où soit on ressort d'un grand groupe une activité non core, mais qui est une activité autonome et qui a son propre business model, ses équipes de management et qui, je dirais, est autoporteuse. Et là, la grande différence, c'est est-ce que le management, vous l'avez identifié et vous allez l'embarquer, ou est-ce que c'est le groupe qui décide, contre la volonté du management, de sortir ses activités, ce qui peut poser un certain nombre de problèmes. Et on voit beaucoup de dysfonctionnements d'ailleurs dans ces process, dans les grands groupes qui ne gèrent pas l'aspect humain avec leur manager déjà de façon idoine. Le deuxième sujet, c'est de reprendre des activités qui ne sont pas autoporteuses. Moi je mets dans le carve-out l'outsourcing de services informatiques, ça peut être des gros services informatiques où les gens sont très dépendants de la société dans laquelle ils sont, même si parfois il faut un peu de business extérieur, mais on sait bien que la pesanteur est toujours la même. Quand on est dans un groupe, on finit par travailler à 80% pour le groupe dans lequel on est. Et là, ça pose d'autres natures de problèmes, et surtout la qualification du management qui n'est pas le même, puisqu'on va... Ça ne veut pas dire que les gens qui étaient là ne sont pas capables, mais en tout cas, c'est une vraie question d'aller identifier si l'équipe de management, si le process est bien géré, s'ils sont informés tôt, mais capable de se projeter et de supporter ou de prendre l'ambition d'un projet où on va se retrouver sur le marché avec la compétition et ainsi de suite. Donc c'est pour moi 2 choses très différentes. Et il est vrai que l'essentiel... Je dirais que tout le reste, c'est des process plutôt de M&A assez classiques, même s'il y a des particularités. Mais l'essentiel, c'est quand même de partager le projet industriel au plus tôt possible, avec le management, bien sûr, mais avec les équipes. Et c'est les 2 grandes différences qu'on fait, nous, aujourd'hui. Et je répète quand même, entre un fonds de private et un industriel, on n'est pas du tout dans les mêmes considérations. Merci, Vincent. Alors, une fois qu'on a planté un petit peu le décor et les différentes phases, on arrive vraiment au cœur de la problématique de l'humain. Et justement... François, c'est à vous que je m'adresse. Comment est-ce qu'on gère les incertitudes et quelles sont justement ces incertitudes occasionnées par le carve-out ? Alors c'est un sujet qui m'a passionné. Moi, dans toutes les opérations, en fait, on a eu 4 phases. La première, c'est trouver le carve-out. Deuxième chose, la transaction. Troisième chose, l'intégration. Et après, la continuité. Il se trouve que le marché, les abeilles... tout le monde se focalise sur la transaction parce qu'il y a des fees, etc. Et une fois que la transaction est faite, on se sent un peu seul. Je vous prenais cette métaphore du mariage, où le mariage commence le lendemain de la nuit de noces et pas pendant la soirée. Alors, je vais faire un peu de psychanalyse sur le carve-out. J'ai plaisir à catégoriser les événements en A, B, C. A, c'est top, magnifique. C, c'est pas bon. Et B, on sait pas trop. Les amis, par exemple, on a des amis qu'on adore, on a des gens qu'on déteste, donc ça, A et C, et puis il y a des gens qu'on aime bien voir, mais pas trop, et puis si on les voit pas, c'est pas grave, mais il faut quand même les voir. En général, un target de carve-out, c'est si c'est une super division qui gagne de l'argent, on réinvestit.
Si c'est quelque chose qui perd de l'argent, qui est horrible, eh bien, on le ferme. En revanche, il y a des divisions que l'on procrastine. Nicolas de Germay en a parlé très bien d'ailleurs en introduction. Et finalement, on ne sait pas trop quoi en faire, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que, et je recite encore Nicolas qui l'a très bien expliqué, c'est comme les enfants, ils le sentent. Ça veut dire qu'ils sont moins en vue, on les écoute moins, et ça crée derrière ce sentiment d'abandon qu'il va falloir intégrer dans toute sa démarche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un carve-out, c'est un traumatisme. Alors un traumatisme, c'est un changement d'état, et les employés avec qui il faut quand même passer beaucoup de temps, et pas uniquement le management, il faut leur offrir des référents. Des référents, c'est de la culture, c'est des bâtiments. J'en parlais tout à l'heure, j'ai racheté les activités informatiques de Fiat. Le plus important dans le carve-out, c'était garder le château dans lequel le siège était. C'était un asset tangible. Et donc, il faut accompagner les gens. Et en fait, cette perte de référence, pour ceux qui font de la voile ou du bateau, on part, on voit la côte, on arrive, on voit la côte ou le port, et entre les deux, eh bien, on voit le vide. Enfin, ceux qui font du bateau comprennent. Et donc, il faut offrir, si possible, des repères, parler, échanger et traiter les gens comme des adultes. Merci. Alors Marc, vous qui travaillez au quotidien justement avec des dirigeants, quel est le regard du dirigeant sur cette période d'incertitude? Comment est-ce qu'il le vit? Alors pour compléter un petit peu, nous travaillons nous principalement avec des fonds d'investissement et qui observent et qui essayent de réaliser des opérations de carve-out. Derrière tout ça, le maître mot, c'est le leader, c'est le porteur de projet. Le porteur du projet, c'est la personne qui peut incarner le projet, c'est la personne qui peut inscrire une vision. Pour être crédible, elle a une expertise et elle a un leadership avéré. C'est absolument essentiel de pouvoir se retrouver dans quelqu'un. Derrière tout ça, il y a aussi, je dirais, le temps. Il y a une catastrophe dans les marchés financiers, c'est l'intermédiation. L'intermédiation qui restreint, je dirais, considérablement l'accès à la connaissance de la cible, des équipes, des entreprises. La réalité, c'est que on dit que les ressources humaines, c'est ce qui est le plus important, mais les financiers, c'est la cinquième roue du carrosse. Donc ça vient après, on fait le deal, très souvent, et puis on traitera le sujet de ressources humaines. Sur les carve-out, qui sont quand même des opérations un peu particulières, on s'aperçoit que les fonds d'investissement acceptent de travailler ces opérations qui sont plutôt à risque à partir du moment où ils disposent d'informations privilégiées. Je vais faire juste un petit parallèle. Gagner un appel d'offres, si vous n'avez pas de relation amont avec la société qui va lancer l'appel d'offres, vous avez peu de chances d'emporter l'appel d'offres, et si vous l'emportez, vous allez à la catastrophe. Pour ce qui concerne, si on rapproche ça sur les carve-out, il est très clair que c'est très très important d'avoir des informations en amont. Généralement, c'est le porteur du projet qui a ces informations en amont et qui, je dirais, avec les financiers, tous les supports financiers pour réaliser l'opération, vont avoir l'intelligence des situations pour identifier, je dirais, l'ensemble des sujets qui devront être traités. Et pour répondre à l'incertitude, c'est aussi de s'inscrire dans le temps. Une opération de carve-out, ça ne se fait pas en 3 semaines. Ça se prépare probablement 1 an à l'avance. Et donc, il faut avoir identifié le porteur du projet, il faut avoir une feuille de route, il faut imaginer tous les sujets lourds et les sujets sensibles, et je dirais dérouler la to-do list. Quand on se tient à cette discipline, un peu japonaise, si vous voulez, de savoir perdre du temps en amont pour en gagner en aval, on réduit considérablement la part de l'incertitude et on a, comment dirais-je, beaucoup plus de chances, je dirais, de réaliser dans de bonnes conditions le carve-out. Merci. Alors, c'est maintenant l'avocat que je vais interroger. D'un point de vue juridique, comment est-ce qu'on traite cette incertitude? Comment est-ce qu'on rassure les équipes? Et comment est-ce qu'on aide le dirigeant? Alors, comme je le disais en amont, effectivement, on est avocat positionné au niveau du management qui va faire l'objet du carve-out. Et pour prendre un tout petit peu de temps en amont, en tant qu'avocat, on nous fait intervenir très souvent à l'initiative du vendeur pour traiter de sujets techniques, mais finalement,
on vient d'en parler, notre rôle, il est beaucoup plus vaste que ça. Je pense qu'en tant qu'avocat, on a peut-être 40% du temps qu'on passe sur des sujets non juridiques, sur vraiment l'accompagnement au sens large, sur le conseil au sens large de ces équipes qui, on parlait de référents tout à l'heure, pour le coup, ont aussi besoin d'un référent en tant que personne. Ça va être notre rôle, c'est vraiment de l'accompagner. On est là pour représenter ses intérêts, mais du coup, on va être aussi là pour en amont parler des sujets qui le concernent, répondre aux interrogations. Et je pense que pour traiter ensuite juridiquement, ce qui est important, on vient de le dire, c'est la préparation. C'est vraiment prendre du temps pour rassurer, pour identifier certains sujets, être à l'écoute, expliquer ce qui va se passer. Et évidemment, en parallèle de ça, identifier les enjeux concrets qu'il y a d'un point de vue juridique, où là, c'est notre casquette technique qui fait qu'on va intervenir sur le sujet. Donc je suis 100% d'accord sur le fait que c'est compliqué pour un groupe qui a énormément de sujets à traiter dans une session, de prendre en compte qu'en ce qui concerne le management, on a besoin de plus de temps et effectivement, il faut investir du temps en amont, mais c'est ça qui va faire que le process ensuite va bien se dérouler et que l'équipe sera vraiment motivée parce qu'elle sait où elle va et on a identifié, on a répondu aussi à ces enjeux. Concrètement, les enjeux qu'on voit, c'est dans un premier temps des sujets qui se rapprochent ensuite du droit du travail, mais c'est identifier avec eux les craintes qu'ils ont, c'est les pertes de revenus. Quand on va quitter un groupe, il y a souvent certains avantages qui tombent, et donc c'est important d'identifier et de répondre à leurs questions. Qu'est-ce qui se passe avec mon LTIP en cours, avec mon plan d'action gratuite? Est-ce que la convention collective va changer? Enfin, il y a énormément de sujets juridiques qui vont intervenir et qui très souvent sont finalement identifiés à la dernière minute et qui vont faire coincer tout le process. Si on a pris le temps en amont d'identifier ces sujets-là, de regarder un petit peu la typologie du management, les spécificités juridiques, on va pouvoir traiter ces sujets en amont dans le cadre du process du vendeur et surtout déconstruire les craintes du management, ce qui fait qu'il sait que ces sujets à lui sont traités et lui va pouvoir se concentrer, un, sur l'opérationnel et deux, sur le fait qu'on lui demande de s'impliquer dans le process, de participer à la création de la data room, de répondre à des questions. Et évidemment, on est d'autant plus motivé, et on va parler aussi de motivation ensuite, on est d'autant plus motivé quand on a abordé aussi ces sujets personnels et ces craintes. Merci. Alors justement, une fois qu'on a rassuré, comment est-ce qu'on motive le management et les équipes? Et David, justement, chez Oasis, quelle est la feuille de route que vous suggérez pour pouvoir mettre en place la conduite du changement indispensable dans ce type d'opération? Alors, c'est vrai que là, on parlait tout à l'heure de cette phase d'insécurité et d'incertitude, ce que j'appelle moi les deux premières phases du projet. Quand on arrive dans cette phase de mise en route et d'adaptation du carve-out, on propose régulièrement à nos clientèles d'investir le champ de la collaboration. Alors, dans un projet structuré financier, parler de collaboration, c'est juste parfois perçu comme un langage de martien. Mais néanmoins, ça nous paraît évident que donner la parole aux équipes pour faire un premier diagnostic sur le fonctionnement de l'entreprise, les perceptions, les représentations que ce projet génère pour les équipes, y compris au plus haut niveau de l'entreprise, c'est une matière très intéressante pour la suite. Vous savez, dans la courbe du changement que tout le monde connaît ici, les fameuses courbes du changement de Kubler-Ross, là, on est dans une phase où on a de la réaction, des gens qui vont rien dire, des gens qui vont dire quelque chose, il faut les écouter. Et c'est souvent le temps où il ne faut pas justement se justifier. Donc cette phase d'écoute, de diagnostic social, nous paraît fondamentale. Une fois que le diagnostic est posé, il va aider, et ça va aider à la fois les financiers, les juristes, les avocats et les équipes de direction pour élaborer ce que nous, on appelle un projet, mais un projet rebond. Si on détourne une entreprise pour en créer une nouvelle, il va falloir construire avec l'équipe de direction ce fameux projet commun partagé. Vous parlez de repères tout à l'heure, c'est vraiment un repère commun. Si ça ne reste qu'au niveau de l'équipe de direction, nos recommandations, c'est de les élargir aux managers de cercle 1, de cercle 2, d'organiser des ateliers, tout en respectant bien sûr les conditions juridiques de l'opération, mais quand même d'impliquer les équipes. Et vous allez voir, c'est magique, parce qu'une fois que le projet devient le leur, c'est plus celui du financier, c'est plus celui de l'avocat, et puis ça permet de se dire qu'on a des rôles à jouer après le mariage, en tout cas. Donc ça projette dans le futur. Ça, c'est une phase qu'on appelle la phase de feuille de route du changement. Le dernier point sur lequel je voulais insister sur cette phase, c'est les rôles de ce qu'on pourrait appeler les référents, les préfigurateurs pour les dirigeants, les configurateurs pour les managers. C'est est-ce qu'on peut identifier des acteurs clés, des ambassadeurs? Et c'est pas souvent les équipes. On oublie très souvent qu'il y a d'autres parties prenantes pour mobiliser une entreprise. Ce sont ses clients.
ses clients, ses partenaires, ses fournisseurs. Donc nous, notre préconisation, c'est d'embarquer également toutes ces parties prenantes auxquelles on ne pense pas, que sont les clients clés, les fournisseurs clés, qui, alors là, pour le coup, vont assurer la continuité de service de ce projet. Et puis pour terminer, j'ai presque fini, une fois qu'on a élaboré cette feuille de route, il faut la suivre. Et je vous avoue, pour l'avoir vécu 50 fois, une fois qu'on a défini la feuille de route, qu'on a commencé les premiers mois, on abandonne, on laisse tomber, on ne s'en préoccupe pas et on ne s'en sert même pas au niveau du CODIR pour suivre le projet, suivre les indicateurs de réussite. Et puis la mise en œuvre, ça va être identifier avec les équipes les premières petites actions gagnantes. Je pense qu'ici, vous parlez tous anglais mieux que moi. J'entends souvent des mots anglais. Le quick win, c'est important dès le début de l'identifier dans ce projet de carve-out. Regardez, voilà, l'opération est plutôt intéressante. Premier résultat gagnant, voici telle chose, telle chose. Voilà. Donc vraiment, la mise en œuvre, c'est aussi l'accompagnement du changement par ces opérations de quick win, d'actions gagnantes qu'il faut donner aux équipes pour les rassurer. Voilà, j'ai pris du temps, excusez-moi, mais on parle surtout de mobilisation collective et de motivation individuelle. Donc on crée les conditions de la motivation, on crée les conditions de la mobilisation, mais elles ne s'imposent absolument pas, surtout dans des périodes de carve-out. Merci. Isabelle, vous, chez Scoto, quel process vous conseillez de mettre en place pour motiver le manager et son équipe derrière ? La motivation, alors nous, on intervient sur l'aspect technique, on va parler d'incentive, évidemment. L'incentive financier est important pour deux raisons. La motivation est aussi pour aligner les intérêts, mais je reviens aussi sur le fait que la motivation, elle va bien au-delà et c'est effectivement préparer le projet futur. C'est très important. Avoir décortiqué les enjeux technique à sortir du groupe, accepter de lâcher un groupe qu'on connaît bien depuis de nombreuses années très souvent, et aussi comprendre quelle va être l'opportunité du nouveau projet. Et c'est d'autant plus important effectivement sur les opérations de private equity où là on change complètement de monde. Passer d'un groupe à un autre, c'est déjà compliqué, il y a un changement de culture par rapport à un groupe. Passer dans le monde du private equity, il y a quand même un prisme financier particulier, et donc tout ça, il faut l'expliquer. Donc on revient à nouveau sur la phase de préparation. Nous, si on peut intervenir en amont pour expliquer ce que peut être ce nouvel environnement, c'est très important. C'est autant de temps qu'on gagne ensuite, parce qu'après, il y a effectivement mettre en place concrètement la motivation aussi via les incentives. Là, je dirais qu'il y a deux types. Il y a l'incentive à la vente, c'est-à-dire aligner les intérêts du management avec ceux du vendeur, et ça n'est pas simplement aligner les intérêts, c'est aussi prendre en compte le fait qu'on va demander au management de travailler pendant un certain temps sur deux missions, l'opérationnel et le fait de travailler aussi sur le process. Donc il y a un temps, c'est des moments très chronophages pour les équipes de management, et donc ça se justifie qu'il y ait une rémunération supplémentaire. L'important, c'est de bien structurer cet incentive pour que effectivement il soit intéressant in fine, et donc là il faut réfléchir à le fait de soit peut-être avoir un aspect variable. Très souvent, l'incentive va être fonction du prix, sauf que le prix, on ne le connaît pas en amont, on a une idée, mais parfois il peut varier à la baisse, et on voit souvent des équipes de management qui finalement se disent mais on m'a mis un incentive en place, mais finalement ça donne rien, donc, et on a de nouveau un problème de motivation, donc peut-être réfléchir aussi à une composante fixe. Après, il y a l'incentive sur effectivement la prochaine étape. L'incentive est particulièrement important dans un sujet de private equity. Ça, c'est quelque chose où il va falloir anticiper des discussions avec l'acquéreur potentiel, puisqu'effectivement, en private equity, on va mettre en place un management package, là aussi, pour que l'investisseur financier aligne les intérêts avec ceux du management qui va être donc aux commandes opérationnelles. Mais attention, ça n'est pas un incentive gratuit. On demande au management d'investir dans cette opération. Donc là encore, il faut absolument expliquer en amont comment ça fonctionne à une équipe de management, parce que leur expliquer qu'ils vont changer d'environnement, qu'ils vont avoir un package, mais qu'il faut le payer, on ne peut pas leur expliquer à la dernière minute. Donc là, on a eu des opérations comme ça où le management a dit, écoutez, moi, il n'y a pas de problème, je reste dans le groupe, mais on ne m'a rien expliqué, je n'investis pas. Il n'y a pas d'opération avec un fonds d'investissement si le management n'investit pas. Donc voilà, il faut prendre le temps, expliquer comment ça va fonctionner, encore une fois, montrer l'opportunité. C'est des opérations de structuration très complexes, il y a des enjeux juridiques, il y a des enjeux de structuration fiscale, donc là aussi, il faut prendre le temps. Merci Isabelle. Alors, Vincent et François, vous deux, vous avez racheté pas loin d'une centaine d'entreprises. Quels sont les retours terrain et vos retours d'expérience que vous pouvez nous faire sur l'accompagnement spécifique
que doit avoir le management et son équipe? Je peux démarrer sans donner une expérience, je vais peut-être faire un peu de commentaires. On parle beaucoup de packages financiers déjà, il n'y a pas que les packages financiers. Nous, en tant qu'industriels, on n'a pas la même batterie d'outils que les fonds de private, donc on essaie aussi d'incentiver les managers qui nous rejoignent dans le cas d'un carve-out avec un projet industriel qui nous permet d'être compétitifs, sinon on ne serait pas souvent successful. Ça, c'est le premier sujet. Et en fait, si je schématise un peu au risque de me répéter, moi je crois que tout ce qu'on vient de dire, c'est ni plus ni moins que ce qu'on doit faire dans une opération de M&A, quelle qu'elle soit, hein, tout ce que vous venez de citer. Et donc moi, si je vais caractériser la différence avec un carve-out, c'est surtout la gestion de la phase amont qui a été plus ou moins bien faite par le vendeur, qui peut donner lieu à des catastrophes, parce qu'effectivement, on se retrouve avec des gens qui ne sont pas préparés, qui n'en avaient pas envie. Donc nous, notre sujet dans les carve-out, c'est d'identifier les équipes de management qui sont d'abord non pas traumatisées de sortir, mais sont contentes de sortir du groupe dans lequel ils étaient, parce qu'ils n'étaient pas core business, parce qu'ils étaient impactés par des charges d'OPEX considérables qui détruisaient leur performance et qu'ils étaient vus comme les brebis galeuses du groupe. Et donc, trouver une motivation qui fait que ces gens vont trouver dans le projet industriel et parfois aussi financier une source de motivation. Avec un sujet, peut-être pour caractériser, pour être simpliste, nous, les plus gros déboires qu'on a eus, c'est quand c'est le vendeur qui donnait de l'incentive financier à la sortie. Ça, pour nous, c'est une catastrophe. On préfère, nous, quand on va faire un carve-out, donner l'incentive financier au manager que de se retrouver avec des sociétés qui ont mis en place un gros package d'incentives qui fait que derrière, vous vous trouvez avec des déboires sur les comptes, sur la visibilité, avec des gens qui s'en vont le lendemain. Donc, pour donner un exemple, c'est le type de sujet sur lequel on est très vigilant. C'est quel est le package de sortie des managers donné par le vendeur et comment nous, on va trouver les leviers industriels pour que les gens qui nous rejoignent comme dans une acquisition, avec non seulement, surtout un intérêt industriel et un peu moins d'intérêt financier que dans le cadre d'une cession de votre société, bien sûr, où là, on a une rétribution très directe. Donc, si j'ai un point sur inciter, c'est celui-là, c'est la chose qui me paraît la plus dramatique. Tous les autres sont importants, mais je dirais que dans le cadre d'une acquisition classique, il faut aussi travailler sur tous ces sujets, même s'il y a un actionnaire majoritaire, la motivation, la transparence, la communication avec les équipes, elle est un élément essentiel. Alors, de toutes les opérations de carve-out que j'ai pu faire, il y a des traits communs. Et dans la pyramide de Maslow des stress ou du traumatisme, c'est est-ce que je vais garder mon job? Est-ce que je vais garder mon ancienneté, mon bureau fermé, mon package, ma voiture, etc. C'est un peu grégaire, mais si on est dans son bureau à faire des slides et si on n'est pas près des gens, on ne les écoute pas, et pas uniquement le manager, il faut avoir des décodeurs de signaux faibles pour aller prendre la température. Alors, il y a un autre aspect qui diffère selon les pays. Par exemple, aux États-Unis, les Américains sont relativement simples à manager. Vous leur dites, voilà ta responsabilité, voilà ton package, si tu fais ça, tu auras ça. Vous appuyez sur le bouton et la personne court et la personne va avoir une grande satisfaction à faire son job. I've done the job. Vous faites la même chose en France. La première chose que la personne dit, c'est pourquoi. Donc il y a toujours ce mécanisme d'appropriation. Parce que je te le demande. Oui, mais pourquoi tu me le demandes? Parce que je suis ton chef. Oui, mais pourquoi tu es mon chef? Donc il y a une itération, et tout ça, en fait, en France, on a besoin d'être convaincu de se l'approprier. Donc il y a des choses qui sont relativement assez communes, c'est le peur. Je parlais tout à l'heure de l'abandon, du traumatisme, et c'est vrai que pour faire un bon carve-out, outre passer du temps sur l'amont, comme tu l'as très bien dit, il faut vraiment comprendre ce qui se passe dans la tête. Je vais vous donner deux exemples. Le premier, c'est j'ai racheté, comme je disais, les opérations informatiques de Fiat. C'est quand même une boîte qui faisait 450 millions d'euros. Et il y avait des points bloquants que je n'apprenais pas forcément. Donc, je vous parlais du château, mais il y a aussi les bureaux, la tradition, Fiat, Ferrari, etc. Puis à un moment, je leur ai dit, vous savez, être dans une boîte d'informatique qui appartient à un groupe qui fait des Ferrari, etc., c'est non-core. Là, vous allez être core, vous allez être au centre du débat. Cette phrase, qui m'a pris 15 secondes, a permis de reprendre la main et de les embarquer dans le projet, parce que toutes ces personnes souffraient justement d'être dans un side business. Une deuxième aventure qui était assez amusante,
c'est quand j'ai fait le carve-out des opérations informatiques d'une grande banque italienne, Unicredito. Il me dit, on aimerait vous voir. Alors, je ne pouvais pas y aller, j'étais au Palais des Congrès, là, aux Échos. Donc, ils sont venus, le chairman, le CEO, ils étaient 7 dans leur avion privé. Alors, d'habitude, en tant que bon vendeur, c'est moi qui me déplace, mais là, ils sont venus. Donc, j'étais honoré, flatté et un peu inquiet. Et puis, je demande au président, mais pourquoi vous êtes là? Je dis, I want to check the nanny. Comment ça, le nanny? Eh bien oui, quand vous partez en vacances, si vous laissez vos enfants, pour 15 jours, vous n'allez pas regarder un slide, vous allez rencontrer la personne, la sentir, la regarder. Et là, on vient, vous êtes la nanny, on a 700 personnes qui vont vous rejoindre, ce sont nos enfants. Et on veut voir comment vous allez vous comporter avec nos enfants. J'aurais mis ça dans le dossier avec les banques d'affaires, les avocats, etc. Ils m'auraient vraiment traité de fou. Donc, mon point ici, c'est vraiment comprendre la dynamique qu'il y a dans la société que l'on rachète. Un dernier exemple sur cette société Infonet, qui était une grande société américaine. Et là aussi, c'était compliqué. Et puis, il y avait... mes conseils m'ont dit, à Lingui, la Coupe de l'Amérique, ça coûte 6 millions de dollars par an, plus 2 millions, donc ça fait 8 millions sur 3 ans, 24 millions, on l'enlève. Bon, pour moi, ça me semblait bien, ça fait des économies. Et là, il y avait un malaise énorme. Et la minute où j'ai dit, finalement, à Lingui, on le garde, tout le monde était thumbs up et on a foncé. Donc, un bon carve-out, parce qu'il y en a quand même de bons, hein, finalement, il faut intégrer des choses tangibles, hein, financières, etc., et des choses moins tangibles. Et c'est pour ça qu'il faut développer tout un arsenal de signaux faibles. Il faut être assez empathique, à mon sens, et aussi écouter la culture qui est notre différente. Ce qui est très compliqué, j'ai dirigé des groupes anglo-saxons qui sont relativement normés. Hein. Je vous donnais l'exemple de l'Américain qui est content de faire son job et le Français qui demande pourquoi. Eh bien, il ne faut pas importer ses us et coutumes, mais il faut vraiment s'imprégner et bien comprendre les gens et créer un projet co-créer un projet dans lequel tout le monde se sent bien. Merci. Vincent ? Juste une remarque, bien évidemment, il y a de très bons carve-out. C'est même, là, on fait les meilleures affaires quand on va spin-offer un métier d'un grand groupe qui n'est pas corps et qui subit le poids du groupe et qu'on peut mettre en l'isolant et en lui donnant l'environnement qui va bien, retrouver des performances qui sont au-delà de ce que pensait le vendeur et souvent avec une méconnaissance profonde de ces métiers puisqu'ils ne sont pas corps. Donc, c'est effectivement des sujets qu'on regarde avec grande attention. Alors, je voulais ajouter quelque chose. Dans l'identification du carve-out, alors moi, je n'habite pas en France, donc j'ai un regard très attaché, bien sûr, à la France, mais la France est un marché très intermédiaire. C'est-à-dire, si vous voulez garder un secret, il ne faut pas le communiquer parce que tout le monde parle. Hein. C'est assez incroyable. Alors, il y a diverses communautés qui se parlent offline, enfin... et ça, dans un environnement anglo-saxon qui est le mien, c'est quelque chose, c'est péché. Hein. Communiquer un secret qu'on a signé des NDA, c'est quelque chose qui est absolument compliqué à faire. J'ai oublié ce que je voulais dire, d'ailleurs. Mais ça va me revenir. Très bien. Vous nous parliez de votre environnement, donc, qui n'était pas un environnement français. Des carve-out réussis. Non, il m'a énervé parce qu'il a acheté plus de boîtes que moi, donc ça va revenir. Mais écoutez, je vous en prie, prenez... Oui, voilà, ça m'est revenu. Et alors, finalement, les meilleurs carve-out que j'ai faits ne venaient pas des banques d'affaires ou des conseils, etc. Les meilleurs carve-out que j'ai faits sont venus en parlant aux dirigeants. Pourquoi ? Parce que sur un dossier, il y a 15 conseils. Et 2, souvent, le carve-out, vous vous souvenez, ABC, B, c'est quelque chose qu'on met sous le tapis, qu'on repousse, etc., et qui est compliqué à voir. Pour l'anecdote, le rachat de Fiat, des activités informatiques, s'est fait... j'avais des jolies voitures à l'époque, donc patron de Fiat m'invite à Maranello faire des joujoux avec ses bolides, et au déjeuner, je lui dis, mais pourquoi tu gardes cette entreprise ? Ah oui, parce que tu comprends, il y a le château, enfin, il y a toute une historique, etc.,
Mais si je suis investisseur, le jour où tu dis que tu t'occupes de tes voitures et tu vends ça, ton action va prendre 5%, et moi je vais te racheter pas cher parce que tu vas gagner 5%. Donc le deal s'est fait sur une nappe en 20 minutes, et je pense que si j'avais été voir le patron de la division, c'est son bébé, ça aurait pris un temps fou. Donc pour être efficace dans un carve-out, il faut de l'imagination, il faut décrocher son téléphone, et il faut aller voir pas forcément le patron de la division, parce que si on l'ampute de la moitié de ses effectifs, il fera moins le malin avec ses voisins ou sa famille ou sur LinkedIn en disant qu'il a tant d'employés. En revanche, si on s'adresse à la bonne personne, au conseil d'administration ou alors aux investisseurs ou au CEO, là, on a beaucoup plus de chances, si on a un dossier bien monté, de pouvoir faire un carve-out off the record. Et après, bien sûr, on va appeler les banques d'affaires qui vont faire le boulot. Donc finalement, le meilleur banquier d'affaires dans ma vie que j'ai rencontré, c'est moi-même, puisque j'ai pu avoir des discussions très ouvertes et informelles avec ça ne veut pas dire que j'en ai pas besoin, mais j'ai amputé leur fils un petit peu quand même. Merci. Marc, selon vous, quelle est la clé de la réussite d'un carve-out sur le plan des équipes et du manager ? Alors pour compléter ce qui a été dit, on a insisté naturellement sur le temps en amont. On a insisté sur le fait qu'il valait mieux parler à Dieu qu'à ses pairs, ou à ses saints plus exactement. On a évoqué l'idée que si on peut éviter l'intermédiation ou limiter l'intermédiation, je dirais, on met beaucoup d'atouts de son côté. Mais derrière tout ça, c'est très très clairement, je dirais, d'avoir... et en tout cas avec le prisme qui est le nôtre, c'est d'avoir le bon leader. J'ai envie de dire le patron de choc, voilà, pour être un peu simpliste. Mais le bon leader, et le bon leader qui est capable, je dirais, d'embarquer la leadership team, c'est-à-dire les 3-4 personnes clés qui vont être capables, je dirais, d'exprimer la vision, de la faire partager et d'embarquer les équipes. Embarquer les équipes, c'est embarquer, je dirais, l'équipe du COMEX ou du CODIR, mais c'est aussi embarquer, je dirais, les salariés qui vont être repris. Et on comprend bien qu'il y a de l'inquiétude à ce moment-là. Donc, c'est savoir passer le temps nécessaire, organiser les relais, et savoir aussi parler avec les partenaires sociaux quand c'est nécessaire, naturellement. Derrière tout ça, après ça, derrière tout ça, il y a le temps long et le temps court. Le temps long, c'est un carve-out pour quoi faire ? C'est pas pour faire pareil. Le carve-out, c'est pour changer la donne, c'est pour changer de dimension. Donc, il faut d'abord aller parler à ses clients. Voilà. Mais c'est les clients, vous allez gagner avec nous dans ce process de carve-out. Vous allez gagner parce que nous allons mettre en place des nouveaux produits et des nouveaux services. Nous allons être plus efficaces. Ça va être plus utile pour vous. Ça va être plus intéressant. Un carve-out aussi parce que on va être autonome dans le maniement de tous nos outils. On ne va pas dépendre d'organisations CSP logés en Pologne ou ailleurs, sur lesquels on n'a aucune maîtrise. Nous allons avoir nos propres outils de management, de contrôle de gestion, naturellement. Nous allons aussi travailler sur... il peut y avoir un enjeu important, qui est un enjeu du changement de la marque. Parfois, on garde la marque, je dirais, de la maison mère pendant quelque temps, 2 ans, 3 ans, et il va falloir travailler sur cette marque. Donc les aspects, je dirais, de marketing sont très intéressants, et les aspects très importants, et les aspects contractuels sont très importants. Temps long et temps court, il faut avoir l'équipe clé pour développer le business, changer la dimension du business, mais il y a aussi le temps court pour résoudre et traiter tous les problèmes importants de la convention de service et de l'assistance du groupe dont on est issu pour arriver à acquérir son autonomie. Et à ce moment-là, c'est la capacité à mobiliser tous les experts, je dirais, disponibles. Ça peut être des managers de transition, ça peut être des cabinets d'organisation et de conseil qui vont nous aider à faire dans le rythme, dans le temps long, dans l'opérationnalité et dans l'efficacité, mener toutes les tâches qui vont permettre à cette entreprise nouvelle d'accélérer son parcours sur la rampe de lancement pour devenir autonome. Derrière tout ça, c'est véritablement le leader. Le leader aussi, ce n'est pas quelqu'un de seul. Le succès, c'est un succès collectif. L'échec, il est individuel. Et pour garantir, je dirais, ce succès collectif, c'est aussi savoir, je dirais, se réassurer et écouter des personnes qui sont bienveillantes. Et le fait d'avoir auprès de soi des senior advisors qui peuvent conseiller, accompagner,
des gens moins opérationnels, mais avec lesquels on peut échanger pour s'assurer que la feuille de route est traitée en temps et en heure et qu'on ait tous les capteurs, je dirais, toute l'intelligence des situations pour réussir ce carve-out, sont des choses qui sont importantes. Donc, temps long, temps court, leadership team, rassurer, traiter les sujets les uns après les autres en profondeur et ne pas s'enferrer seulement dans le court terme, mais savoir aussi prendre du recul avec les personnes autour de soi pour bien valider qu'on est bien dans le bon timing et bien conforme à ce qui était déterminé tous ensemble. Je vous remercie. Alors maintenant, je vais vous demander à tous un petit exercice très court. Si vous aviez deux mots-clés importants de par vos fonctions dans le cadre d'un carve-out pour retenir ce qui est le plus important pour accompagner justement les équipes, les rassurer, les motiver. Deux mots-clés qu'il vous semble important à ne jamais oublier. Les deux idées forces que je retiens de cette table ronde, c'est l'implication de toutes les parties prenantes de l'entreprise, mais l'implication du management. Donc, premier mot-clé, c'est impliquer le management. Et la deuxième idée force qui me vient en tête en vous écoutant toutes et tous, c'est oser. Je pense que dans les sujets de carve-out, il va falloir oser être plus collaboratif, investir le champ des travaux en commun, de donner la parole aux équipes, parce que c'est elles qui vont aider à définir le projet futur. Voilà. Donc, oser et impliquer. Je vais peut-être... Ça marche là? Oui, c'est bon. Je vais peut-être déborder. J'ai envie de dire envie. Il faut avoir envie, pas simplement oser. Avoir envie. Il faut avoir le sens de la vision. Il faut avoir le sens de l'exécution. Et il faut avoir le temps. Voilà, c'est 4 mots. C'est pour ça que j'ai débordé. François ? Ouais, j'ai droit à 2 mots, donc vous pouvez en mettre plus. Non. C'est écouter. Et là, je répète vraiment ce que j'ai dit en boucle. Peu de gens, je suis ravi d'apprendre qu'il y a des sociétés qui accompagnent. J'aurais dû vous rencontrer plus tôt pour bien s'imprégner des cultures, du côté anxiogène et mesurer aussi ce degré d'abandon. Hein, c'est un traumatisme. Et après, donner du sens. Finalement, si on reste dans une logique financière uniquement, les gens ne vous suivent pas. Et je répète ce que j'ai dit, quand j'ai dit aux gens, vous allez passer d'une activité non-core à core, en 15 secondes, j'ai eu 1600 employés qui ont levé le pouce et on dit on y va. Merci. Vincent ? Je vais reprendre, mais pas envie, mais plutôt le donner envie. Ce qui revient à donner du sens, effectivement, c'est le projet industriel et savoir surtout derrière communiquer. C'est la seule différence que je ferai avec les opérations de M&A plus classiques, c'est qu'on communique beaucoup plus avec non seulement le management, mais l'ensemble des collaborateurs pour porter les messages et passer cette envie et donner envie à l'ensemble des collaborateurs de rejoindre le projet. Isabelle ? Il me reste plus grand de nombreux mots, ils ont tous été utilisés. Je dirais accompagner, de notre point de vue à nous, vu notre casquette, c'est accompagner, ce qui implique effectivement de l'écoute, c'est fondamental, et de l'explication. Et conseiller aussi. On parle beaucoup de l'équipe de management qui doit être leader, qui doit être embarquée, mais tout en haut de l'équipe de management, ils ont eux aussi besoin finalement de conseils et d'accompagnement pour s'approprier certains enjeux qui sont nouveaux pour eux et pouvoir s'impliquer ensuite eux-mêmes totalement dans l'opération. Donc le temps, je pense que c'est un mot-clé aussi. Merci. Alors, merci à tous pour vos interventions. Maintenant, je me tourne vers vous. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants? On va vous faire circuler un micro et ils seront ravis de pouvoir échanger avec vous, puisqu'il nous reste encore quelques minutes avant la fin de ce panel. Bonjour à tous. Je voulais revenir sur un dicton qui dit souvent quand on transforme, on ne performe pas. Et dans les deux phases qui sont critiques dans ce que vous évoquez, notamment celui de la transaction et de l'intégration, est-ce que vous auriez des recommandations ou des points de vigilance pour justement maximiser la performance en dépit de la transformation de l'organisation au moment du carve-out? Alors, oui, c'est-à-dire que
sortir uniquement, pas se contenter à des aspects financiers, mais faire ce qu'on appelle les workstreams. Je vous donne un exemple. On a fait le carve-out de Toys R Us. On a acheté les opérations en France et en Asie. Et moi, autour de la table, j'étais le seul industriel. Et la première chose que j'ai dit, enfin j'en ai dit deux, c'est quid de la marque et quid de l'IT. Parce que la maison mère ayant fait faillite, le système IT s'est arrêté du jour au lendemain. Et il n'y avait pas de workstream, business continuity, parce que ça coûte cher, c'est compliqué, etc. Donc c'est faire du process parallèle, hein, comme les ordinateurs à process parallèle, et avoir des workstreams qui permettent de se projeter dans le monde d'après, c'est-à-dire un monde qui fonctionne avec des personnes, avec des outils, avec des fournisseurs. On l'a dit X fois, Marc Fontaine en parlait tout à l'heure avec tous les carve-out d'Airbus. Et c'est vraiment avoir une approche très holistique de la performance. Et là, on va être performant parce qu'on va tout considérer. Juste un commentaire. Moi, je me bats contre ce dicton, puisque c'est trop facile pour des managers d'expliquer qu'ils ne performent pas parce qu'ils se transforment. Donc, nous, on est plutôt dans les stratégies, et c'est vrai pour les carve-out, où on essaie, dans le cadre de la transformation, d'avoir des quick wins, et en particulier développer des cross-selling dans le business, qui fait qu'on arrive à maintenir une performance dans le cadre d'une transformation. Sinon, les effets tunnels de 2-3 ans où le manager il est parti après la transformation réussie ou pas, c'est plutôt un sujet qui nous déplaît. Mais je pense qu'on doit être capable, et c'est aussi un sujet d'adhésion. Nous, on attache beaucoup d'importance à faire travailler l'équipe en commun dès le premier jour pour avoir des succès le plus rapide possible. Parce qu'homogénéiser l'IT, c'est important, c'est nécessaire, mais ça ne motive pas les équipes. Par contre, faire que demain, rentrer dans un groupe où on va être capable de développer des affaires de nature différente, de taille différente, avec une ambition différente, ça, c'est fédérateur et c'est ce qu'on cherche à mettre en œuvre au plus vite. David ? C'est vrai qu'il y a un autre adage dont on entend beaucoup parler dans ces opérations, c'est pendant les travaux, la vente doit continuer. Et je le prendrai plutôt sous cet angle positif pour réagir à votre question. Nous, ce qu'on a préconisé parfois dans des structures qui ont une taille suffisante pour le faire, c'est laisser les directions opérationnelles se concentrer quand même sur leur business, avec ce projet dont on parle. Et on parle parfois de Change Management Officer, dédier la transfo à 1 ou 2 personnes qui vont porter ce projet, mais d'un point de vue gestion opérationnelle, suivi des aspects plus de transformation. Donc la préconisation qu'on fait, si on peut se le permettre, c'est avoir pendant cette période-là un ou une responsable de la transformation, en l'occurrence de ce carve-out. Voilà. Et je dirais que c'est justement là où ce qu'on apporte aussi à nos clients managers, si on leur dit votre objectif principal, c'est de vous concentrer sur le business et d'avoir des gens à leur côté, en interne ou en externe, qui sont là pour prendre en charge les sujets exceptionnels de la transformation, des sujets techniques. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs au quotidien. Nos clients ne sont disponibles que le soir quand on a besoin de faire un point avec eux pour traiter de ces aspects techniques. Et notre job, c'est de faire en sorte que dans la journée, ils se concentrent sur l'opérationnel. Merci. Une autre petite question ? Oui, et ça sera la dernière. Dans le processus, notamment en France, mais d'autres questions posées à l'échelle européenne, en anglais on a le GP, on a d'autres systèmes. Quel est, en quelques mots, si possible, votre témoignage, votre vécu sur ces relations à gérer? Alors, je peux en parler très rapidement. Si je reviens sur la question de monsieur, une des workstreams importantes, c'est tout le corps social. Moi, ce que j'ai appris, c'est que if you give peanuts, you get monkeys. C'est avoir le discours le plus adulte et crédible possible. C'est-à-dire qu'il ne faut rien cacher, il faut mettre sur la table. Et plus on est direct, plus on est factuel, plus on a un dialogue constructif. Pour ne pas rentrer dans un jeu de chat et de la souris. Donc pour ma part, j'ai toujours été extrêmement direct en expliquant les choses qui fâchent, mais en valorisant aussi le plus. Juste pour compléter, il est clair que c'est un aspect important, tu as raison. Le deuxième sujet, parce que moi j'ai vécu d'autres façons de faire, c'est d'impliquer le management au plus haut niveau. Enfin, moi, je passais beaucoup de temps à aller voir les IRP d'Alcatel, de Thales.
pas forcément très agréable, mais c'est un sujet important de démontrer qu'au plus haut niveau de la société qui reprend, on est capable de se mobiliser pour aller faire passer les messages, hein, plutôt que d'envoyer ou de déléguer à des DRH ou à des services spécialisés, à la strate, ce que vous voulez. Je crois que c'est important de démontrer que le groupe est au plus haut niveau représenté pour accompagner cette transformation. Après, c'est jamais très simple, les discussions, mais bon. Juste pour terminer, c'est un sujet effectivement extrêmement important parce que pour le cédant, il y a un risque d'image important, évidemment. Imaginez que l'image soit négative dans le bassin d'emploi, ça peut être épouvantable pour le groupe cédant. Merci à tous. Alors, ce panel est maintenant terminé. Cette salle va accueillir un nouveau panel consacré à la thématique de réinsuffler une seconde vie à l'entreprise. Et donc, je vous invite à rester si le sujet vous intéresse. Merci à tous pour votre attention.